Ceci est une seconde conférence qui porte sur l'origine de l'islam. Elle se fera en un certain nombre d'épisodes de 15 minutes en raison des règles de YouTube. Et elle est liée beaucoup plus que la première au site principal culture-islam.fr. Cette première diapositive d'introduction, représente la coupole de la chaîne qui daterait probablement de l'époque de Muawiyah, le calife Muawiyah, qui a régné sur le califat originel, qui est le fondateur de la dynastie omeyyade au sens propre, et qui a régné sur le califat originel de 661 à 680 à sa mort, mais qui dirigeait la Syrie, la partie occidentale de l'espace arabo-musulman, depuis la fin des années 640. Cette coupole de la chaîne a été édifiée sur le dôme du rocher, sur l'esplanade des mosquées, juste à côté du dôme du rocher, et bien avant le dôme du rocher, en tout cas une vingtaine d'années avant la construction du dôme du rocher. Et cette coupole de la chaîne a cela de particulier qu'elle a 11 colonnes, qui est une structure qu'on retrouve également dans le Bema, qui est une structure qui est au centre de l'église d'Édesse, de la cathédrale d'Édesse, construite au VIe siècle, elle aussi. Donc une structure qui était au centre de l'église et qui était une structure, elle aussi, reposant sur 11 colonnes. Nous ignorons tout de la motivation de Muawiyah, du calife Muawiyah ibn Abi Sufyan, en construisant cette coupole de la chaîne sur l'esplanade du temple de Jérusalem. Donc nous allons nous concentrer sur la période qui précède la révélation coranique, telle qu'elle est conçue par l'histoire traditionnelle islamique, et donc une seconde partie générale sera consacrée à la partie qui suit cette révélation islamique. Et pour essayer donc de faire le lien entre ces deux périodes, voici une frise chronologique qui vous permet de représenter l'espace qui nous concerne. Donc avec la période classique de notre histoire scolaire qui est l'Antiquité, qui s'arrête en 476 avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et la formation des royaumes barbares, des royaumes germaniques. Et donc la période médiévale qui commence, notamment en France, avec le baptême de Clovis, qui est généralement daté de environ 495. Et donc cette période la période que nous allons étudier s'inscrit dans ce qu'on appelle pour l'Occident le Haut Moyen-Âge ou les Dark Ages pour l'Angleterre. Et donc sur cette frise chronologique, j'ai inscrit donc une ligne verte au centre qui est l'an 622, qui est l'an de non pas la révélation coranique, mais la fondation de la cité de Médine. Madina, ça veut dire l'état ou la cité ou la ville évidemment par extension, mais également l'institution, l'administration, la juridiction provinciale et donc par extension une forme de transcription de l'idée romaine de Respublica. Donc la fondation d'une Médine, dans l'oasis de Yathrib, qui est l'an 1 du calendrier islamique, un calendrier que les arabo-musulmans désignent comme le calendrier de l'hégire, au sens de la hijra, lorsque le prophète Muhammad aurait émigré, hijra veut dire émigration, depuis la Mecque vers cette oasis de Yathrib où il fonde cette nouvelle cité. Et je vous mets donc en une bande jaune qui correspond à la période du règne de Dagobert, qui est plus ou moins le contemporain du prophète Muhammad, de ce premier gouvernement médinois de 622 à probablement 632, qui est la date traditionnellement admise de la mort de Muhammad. Et les deux petits triangles inversés qui vont des deux côtés représentent en fait la quantité de sources de différents types, et notamment de sources documentaires, de sources d'époque, dont nous disposons pour reconstituer cette histoire. Et d'une certaine manière, cette période, et donc on est vraiment dans une période qui est particulièrement obscure à l'intérieur de la grande phase du Haut Moyen-Âge, considérée comme elle-même obscure, que ce soit pour les siècles obscurs byzantins, les Dark Ages anglais de l'Angleterre, le Haut Moyen-Âge mérovingien
de la Gaule franque. On est vraiment à la zone la moins bien connue au niveau des sources documentaires, que ce soit donc en numismatique, les études de la monnaie, que ce soit l'épigraphie, les études des inscriptions, que ce soit des sources textuelles d'époque, des manuscrits sur papyrus, des manuscrits documentaires, des archives sur papyrus ou sur parchemin. On n'a pas encore le papier qui apparaît au milieu du 8e siècle. Et donc on a une antiquité tardive, essentiellement au 6e siècle, et qui se poursuit à travers le 7e siècle. Cette antiquité tardive, donc, avec une vraie rupture au niveau des informations, des sources textuelles à la fin du 6e siècle et au début du 7e siècle. Et les sources textuelles ne recommencent véritablement qu'à partir de la deuxième moitié du 8e siècle. Et donc, nous sommes confrontés à cette partie de l'histoire relativement obscure, que ce soit au niveau des sources d'informations d'époque ou des sources textuelles qui rapportent l'histoire, des sources historiographiques. Alors un petit rappel sur évidemment ce qu'on appelle les langues sémitiques, car nous sommes dans un environnement qui est très largement marqué par la culture linguistique sémitique. Et donc on a trois types de systèmes d'écriture qui sont utilisés dans le monde sémitique, le monde des langues sémitiques. On a le cunéiforme qui a été utilisé pour l'akkadien et d'autres langues, dont l'héblaïte, évidemment, qui est aussi une langue sémitique de Syrie, et d'autres langues non sémitiques, évidemment, le hittite, l'élamite, etc., qui a été utilisé donc de la fin du 3e millénaire avant notre ère, à l'âge du bronze, jusqu'au milieu du 1er millénaire, à l'époque perse achéménide, et surtout hellénistique, où il disparaît complètement, il est remplacé à ce moment-là par le grec et l'araméen et le moyen persan, le moyen persan, et le parthe, etc. On a également donc le système alphabétique, je vous renvoie donc à la première conférence sur les systèmes d'écriture, le système alphabétique qui émerge dans le pays de Canaan, qui émerge à la zone de contact entre l'Égypte et le monde sémitique, dans le Sinaï et dans l'espace cananéen, et qui va vous donner donc l'alphabet qu'on appelle phénicien et qu'on retrouve donc pour les vieilles inscriptions aussi dans Canaan, donc qui est le vieil hébreu, aussi en Transjordanie, pour les populations, donc ammonites, moabites, etc., qui l'utilisent également, et qui est également utilisé par toutes les populations qui parlent une autre langue sémitique, l'araméen, qui vivent à l'intérieur, donc dans la Syrie intérieure, du centre et du nord de la Syrie, et qui vont utiliser également cet alphabet, donc alphabet qui va évoluer à travers les formes nabatéennes dans le sud de la Jordanie actuelle, le palmyrénien en Syrie désertique, le syriaque dans le nord de la Syrie et de l'Irak, le judéo-araméen essentiellement dans le sud de l'Irak, le christo-palestinien, donc qui est une autre forme d'araméen pour le dialecte de Palestine, essentiellement chrétien. Enfin, nous avons tout un système d'alphabet qu'on appelle Mousnad en Arabie du Sud. Cet alphabet donc a dérivé à partir probablement d'un ancêtre commun, lui-même issu du proto-alphabet sinaïtique cananéen. Donc en deux branches, une branche sud-sémitique qui apparaît très tôt au 1er millénaire avant notre ère, qui est presque équivalente de l'apparition de l'hébreu, du phénicien et de l'araméen, et qui va se décliner donc pour transcrire toutes les langues sud-sémitiques, donc du Yémen, et notamment les langues sud-sémitiques, les langues éthio-sémitiques, les langues d'Éthiopie, à travers donc l'écriture du Ge'ez, qui subsiste jusqu'à nos jours, comme l'écriture officielle de l'Éthiopie et de l'Érythrée. En revanche, le système Mousnad, sud-arabique, disparaît entre le 6e et le 8e siècle, sans qu'on sache exactement de quelle manière ça s'est produit. Il est remplacé par la langue arabe classique, qui utilise elle-même donc l'alphabet phénicien, et il est remplacé donc par l'alphabet issu de l'alphabet phénicien, la variante arabe de l'alphabet araméen. Donc alphabet arabe, langue arabe qui remplace pendant l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge l'alphabet sud-sémitique, le Mousnad. Et puis toutes les populations qui correspondent aux ancêtres des Arabes de l'époque arabo-musulmane classique, toutes ces populations qui parlent un certain nombre de dialectes très fortement apparentés entre eux, mais également assez proches de l'hébreu, notamment dans leur structure, notamment dans l'article qu'ils utilisent, qui est un ha comme en hébreu, et qui a donc quelques similarités avec l'hébreu, et qui est très clairement très semblable à l'arabe classique, mais avec des variations, notamment justement cet article qui est en arabe al,
Et on a des attestations donc, de cet usage d'un alphabet nord-arabique avec un certain nombre de variétés nord-arabiques qu'on va appeler l'alphabet tamoudéen, qu'on va appeler selon un certain nombre d'autres appellations régionales, locales, mais ils sont tous apparentés entre eux. Hein. Donc on a un même univers linguistique nord-arabique avec un même système d'écriture apparenté à l'écriture sud-sémitique, à l'écriture sud-arabique et au... Donc nous retrouvons notre frise chronologique, et cette frise chronologique, elle, avec ces deux triangles inversés, hein, qui sont un peu la structure du chat d'une aiguille, si vous voulez. Ou de deux entonnoirs, hein, donc une diminution progressive de nos sources d'information, le passage symboliquement par l'an 1 de l'Hégire, hein, l'an 622 de notre ère, et puis ensuite un entonnoir dans l'autre sens, donc avec une multiplication progressivement d'informations arabo-musulmanes, mais aussi syriaques, coptes, byzantines, grecques, qui nous donnent de plus en plus d'informations progressivement jusqu'au cours du 8e siècle. Et à partir du 9e siècle, on a une histoire avec une histoire textuelle qui correspond avec l'histoire actuelle, hein, de leur époque. Et donc le gros enjeu pour les débuts de l'islam, c'est d'arriver à identifier donc, cette période de l'Antiquité tardive étendue entre la fin du 6e siècle et le milieu du 8e siècle. Donc cette frise chronologique est en 3 étages. Hein. Le premier étage correspond à la partie donc, de l'histoire de l'Arabie du Sud, partie de l'histoire de l'Arabie du Sud qui est vraiment marquée par cette 12e dynastie, hein, si on prend donc l'organisation dynastique proposée par Christian Robin à partir donc des titres royaux et les rois de l'époque dans les inscriptions se font généralement accompagnés de leur fils, un ou plusieurs fils, ce qui permet donc de reconstituer des lignées, en tout cas des lignées de père et de fils. Et donc on a une dynastie assez stable, c'est de très loin la dynastie la plus stable du royaume yéménite de l'époque, hein, qu'on appelle le royaume de Himyar, H-I-M-Y-A-R. Et cette 12e dynastie va adopter, au cours du 4e siècle, elle adopte donc le judaïsme comme religion d'État. On ne rentrera pas dans les détails du type de judaïsme qu'adopte le Yémen à cette époque-là, qu'adopte le royaume de Himyar, mais c'est un élément essentiel, évidemment, pour comprendre l'origine de l'islam. Ensuite, donc au cours du 6e siècle, le royaume du Yémen va être conquis à plusieurs reprises par l'armée éthiopienne et va être christianisé d'une manière plus ou moins contrainte, avec un certain nombre de remous et d'allers-et-retours qu'il sera nécessaire évidemment de présenter. Le deuxième grand état, hein, de cette antiquité tardive, c'est l'Empire sassanide, fondé au IIIe siècle par une dynastie du Fars, du Perse, du sud de l'Iran, contre l'Empire parthe, hein, qui était une dynastie du nord de l'Iran. Et dans les deux cas, c'est une dynastie qui est centrée sur la zone de la Mésopotamie, sur l'Irak actuel, la capitale Ctésiphon étant au même endroit que la capitale parthe, elle-même au même endroit que la capitale hellénistique des Séleucides, hein, donc c'est Séleucie, Ctésiphon, Véardachir, les 3 villes. Et ces 3 villes donc, se trouvent juste à côté de la Bagdad actuelle. Donc il y a vraiment une continuité, hein, avec ce qu'on va retrouver à l'époque abbasside, hein, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de vide dans cette frise chronologique, puisqu'on n'a plus vraiment d'état irako-iranien pendant la partie consécutive donc, à la conquête arabe et jusqu'au début de la dynastie abbasside qui prend le pouvoir en 750. Donc on a 2 rois principaux, hein, pour l'Antiquité tardive qui sont Khosrow Ier et Khosrow II, c'est facile, ils portent le même nom, ce sont les rois qui ont régné le plus longtemps, hein, Khosrow Ier est le grand-père de Khosrow II. Et puis un 3e étage qui est l'étage donc, de l'Empire romain, avec les 4 principaux conciles qui structurent la religion d'État de l'Église romaine, hein, religion d'État qui s'est formée avec le concile de Nicée sous autorité de Constantin en 325, devenu donc le dogme officiel de l'Église à Constantinople en 380, de l'Église officielle romaine, suivi donc de 2 autres conciles qui sont aux prises et qui vont produire la construction de 2 courants religieux, le monophysisme et le nestorianisme, selon les catégories anciennement admises, et j'expliquerai un peu plus dans le détail. Retenez simplement que l'Empire romain est pour le plus longtemps et de religion chalcédonienne, hein, il se réfère au concile de Chalcédoine.